bon, j'avais 17 ans quand j'ai commencé à écrire. C'est vrai que ça a coïncidé avec mon arrivée en Europe, qui était la découverte d'une solitude plus grande encore que celle que je connaissais auparavant. C'était aussi l'expression pour moi d'un profond malaise, pas très original, hein. Quand on a 17 ans, c'est rare qu'on se sente particulièrement bien. Particulièrement dans mon cas aussi, dans le fait que j'étais en train de terminer une anorexie qui avait été très violente. Je pense aussi que c'était l'expression d'obsession qui me hantait déjà depuis longtemps, puisque depuis que j'ai des souvenirs, je suis obsédée par la mort. Et bizarrement, je sens que l'écriture a quelque chose à voir avec la mort, avec le fait de lutter contre la mort. C'est des choses difficiles à expliquer, parce que quand les gens me demandent « Oui, mais concrètement, qu'est-ce que tu veux dire par là-dessus? En quoi est-ce que écrire va te permettre de lutter contre la mort? Est-ce que tu crois vraiment que tes livres vont exister après toi? Est-ce que tu crois vraiment qu'après ta mort, on se souviendra de toi ?» Je dis non, j'ai du mal à l'expliquer. C'est même pas une attitude intellectuelle, c'est une attitude instinctive. Mais on sent que le fait d'écrire est un acte contre la mort. Književni univerzum belgijske autorke Amélie Nothomb predstavlja jedan začudan mikrokosmos. Naseljavaju ga monstrumi, deca dijabolici, bebe bogovi, prosvećeni tirani, sumanuti naučnici, patološke ubice. Svi oni likovi koji nose grešku prirode i uspostavljaju tužnu pravilnost sveta. Svoju intimistički orijentisanu prozu o minijaturama naših života Amélie Nothomb ispisuje sa mešavinom humora, razbarušenih obrta mašte, tananog osjećaja za psihologiju i latentne obsesije smrću. Tako njeni romani osciliraju između fantastike, realističke tradicije i priča strave i užasa. Nemogućnost da se odredi pripadnost bilo kom pravcu ili poetici verovatno predstavlja i jedan od razloga izuzetne medijske popularnosti ove spisateljice, njene milionske čitalačke publike i uvažavanja, kako književne kritike, tako i akademskih krugova. Amélie Nothomb je rođena 1967. godine u Japanu, u porodici diplomata. Odrasla je u Kini, Laosu i Bangladešu. U Evropu je stigla sa 18 godina, gde je završila filozofiju na Briselskom univerzitetu. Na francuskoj književnoj sceni pojavila se 1992. romanom Higijena ubice, da bi septembra svake naredne godine objavljivala nove naslove: Ljubavna sabotaža, Goriva, Filipike, Peplum, Atentat, Merkur, Metafizika cevi, Kozmetika neprijatelja. Strah i drhtaj krunisan je 1999. godine velikom nagradom Francuske akademije i proglašen za najposećeniju knjigu na internetu 2000. godine. Roman Robert, leksikon ličnih imena, koji se nedavno pojavio u francuskim knjižarama i odmah dospeo u sam vrh bestseller lista, prati sudbinu devojčice rođene u znaku ekscentričnosti, koja, kao i ostali junaci Amélie Nothomb, provodi život u traganju za carstvom ekstrema. Amélie, vous êtes un écrivain qui écrit des destins et histoires fabuleux et subtils, mais qui sont en même temps pleins de rage et de révolte. Alors, il en est de même avec votre dernier roman, Robert des noms propres. Dites-moi, qui est Robert? Robert est une chanteuse. Elle existe vraiment et elle s'appelle vraiment Robert, ce qui est un nom d'homme, mais cependant, croyez-moi, elle est tout à fait féminine. C'est quelqu'un de tout à fait étrange et de tout à fait inclassable, qui donne l'impression d'être terriblement malchanceux, mais qui visiblement ne sait pas qu'elle est malchanceuse et qui rebondit toujours, quelles que soient les épreuves que le destin lui envoie, et qui vit tout cela avec un humour formidable. Moi, j'admire ce genre de héros tragique qui ne voit pas la malchance et qui rigole tout le temps, finalement. Elle a eu une vie pleine de malchance, mais elle a eu une enfance féerique. Et il y a toujours chez vous cette fascination par une enfance, par la première enfance qui est féerique, qui est un conte de fées. Oui. Dans un de mes livres, je dis que généralement, quand on parle de circonstances atténuantes au sujet de l'enfance de quelqu'un, on dit « Oh, mais le pauvre, il a eu une enfance malheureuse ». Et c'est vrai que c'est une circonstance atténuante, mais je pense qu'une enfance très heureuse, c'est aussi
une circonstance atténuante. Parce que quand on a commencé sa vie de façon si sublime, on a l'impression que tout ce qui va suivre sera une chute vers une impression de médiocrité, de bassesse. Et mes personnages sont souvent comme ça, des personnages qui ont eu jusqu'à environ 12 ans, qui ont vécu dans la féerie la plus absolue, et qui après vivent leur adolescence comme une perte, comme une chute, et qui n'ont que deux possibilités, soit ils meurent, soit au contraire ils deviennent très violents et vivent de façon très violente et très tragique. C'est généralement... Oui, c'est votre grand thème, que la vie qui vient après l'enfance et la chute. Mais votre exemple, par exemple, vous n'êtes pas, par exemple, pour ça, il est justement le contraire. Vous aviez une enfance féerique, oui. D'après ce que j'ai compris. Vous étiez un personnage divin. Vous étiez élevé au Japon, oui. Où l'enfant était considéré comme Dieu. Oui. Donc vous étiez un petit Dieu, oui, en toute première enfance. Et je le croyais, vous vous rendez compte. Oui. Vous croyez Dieu? Écoutez, en tout cas jusqu'à mes 3 ans, c'est-à-dire jusqu'à l'école maternelle japonaise, je l'ai cru. Et puis à 3 ans, j'ai commencé l'école maternelle japonaise, qui est horrible, parce que tout de suite, on est comme à l'armée, on marche au pas avec des sifflets et des petits drapeaux. Et là, quand même, j'ai commencé à comprendre que je n'étais pas Dieu. Et la suite n'a cessé de me donner raison sur ce point. Mais cependant, j'ai quand même... Mais le reste, ce n'était pas la chute, disons. Vous aimez dire que le point culminant de la vie, sur le plan d'intelligence et le plan émotionnel, c'est justement l'enfance. Mais oui. Votre exemple... Et mon exemple est malheureusement frappant. Oui, il est frappant. Jusqu'à 11 ans inclus, c'était vraiment fabuleux, formidable, très fort. Et puis à 12 ans, ça m'est arrivé au Bangladesh, qui est un pays très intéressant, hein, mais terrible. Ça a été pour moi comme une chute dans la vraie vie, là où règne la misère, la faim, les corps malades. Et je l'ai vécu comme un choc et ça a coïncidé pour moi avec la fin de l'enfance, une véritable chute. L'impression que la vie n'était que dure et que le corps était vécu comme une tragédie. Je voyais partout autour de moi dans la rue les corps qui grouillaient de misère, qui grouillaient de maladie, de faim, etc. Et mon propre corps m'échappait parce qu'il commençait à se transformer, à devenir quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc, toute cette étrangeté en même temps, je l'ai vécue vraiment comme dans un tableau de Jérôme Bosch, vous savez. Ouais. La découverte du grouillement de l'humanité a commencé par ma propre humanité. Alors, oui, c'était une période que vous dites très difficile pour oui. vous. Vous parliez d'une période alcoolique. J'ai pas bien compris, non? Si, mais vous savez, mes parents étaient diplomates, donc j'ai vécu dans des lieux où l'alcool était partout. Et où on ne me surveillait pas beaucoup parce que mes parents étaient tout le temps en réception, cocktail, choses comme ça. Donc finalement, j'étais très libre, j'étais très livrée à moi-même. Et il y avait l'alcool partout autour de moi. Donc par exemple, après les cocktails, il y avait toujours énormément de demi-verres de champagne qui traînaient partout. Moi, j'allais finir tous les demi-verres de champagne. Donc j'ai été une sacrée videuse de demi-verres, ce qui est une façon comme une autre d'être alcoolique. En effet. Oui, mais vous êtes guérie par l'écriture, si j'ai bien compris. L'écriture m'a guérie de tout. Oui. Et l'écriture, je dis toujours, l'écriture est la continuation de l'enfance par d'autres moyens. Et je pense que c'est vrai. Bon, je ne pense pas que ce que j'écris soit puéril. Je pense être adulte et avoir une écriture adulte. Mais quand j'écris, je reconstitue les conditions de l'enfance, à savoir la créativité absolue, le pouvoir, l'impression de pouvoir, l'impression d'être un dieu, le jeu, ces espèces de vertiges qu'on a dans l'enfance. Donc, comme j'écris tous les jours, un minimum de 4 heures par jour, j'ai quand même... vous êtes arrivé à 11 romans publiés et vous êtes en train... Oui. J'ai 35 ans, je suis en train d'écrire mon 48e roman, donc on peut se demander où je serai dans 30 ans. Dans 30 ans, vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? Non. C'est beaucoup, mais je n'y peux rien, je ne le fais pas exprès. D'abord, j'ai viscéralement besoin d'écrire, j'aime profondément le faire. Et je suis tout le temps enceinte de livres. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Zašto ste ubili muža? Da bih zaštitila svoju bebu? Odgovorila je sa ozbiljnim i tragičnim izrazom na licu. A da li je vaš muž ugrožavao bebu? Da, hteo je da nazove Tangi ukoliko bude dečak, a Joel ako bude devojčica. Ubili ste muža zato što vam se nije sviđao njegov izbor imena? Nabrala je čelo.
dobro je osjećala da njenoj argumentaciji nedostaje nešto. A ipak bila je sigurna da je u pravu. U sebi je govorila: bila sam u pravu što sam ubila Fabijana. On nije bio loš, bio je mediokritet. Kad čovjek želi da svoje dete nazove Tanguy ili Joel, to znači da mu nudi jedan osrednji svet, već zatvoren vidik. Ja želim da moja beba ima beskraj na dohvat ruke. Želim da se moje dete ničim ne osjeća ograničeno i da njegovo ime sugeriše izuzetnu sudbinu. Donc revenons à votre Robert qui s'appelle en effet Plectrude. Oui. Alors vous y trouvez toujours les noms exceptionnels parce qu'il s'agit des êtres exceptionnels. Oui. Donc vous ne croyez pas à la banalité, à la médiocrité des gens nés. Je pense que si on croit que quelqu'un est banal et médiocre, ça veut dire qu'on ne l'a pas assez regardé. Parce que si vraiment on s'est penché profondément sur une personne, si on l'a regardée assez bien, assez fort et assez longtemps, on se rend compte qu'elle ne peut pas être médiocre. Alors moi, c'est vrai que j'essaie d'avoir des prénoms qui soient à la mesure de mes personnages. Et il se trouve que ces prénoms existent. Je ne les ai pas inventés. Je compulse mon encyclopédie du 19e siècle, qui est pleine de prénoms extraordinaires. Est-ce que c'est un prénom de princesse, non? Plectrude, Pourquoi oui. pas, on imagine une princesse gothique, comme ça, qui s'appellerait Plectrude, donc je trouve que ça lui va très bien. Donc, dans sa petite enfance, elle est princesse, Plectrude. Oui. Elle adore sa mère, et c'est le plus grand amour de sa vie. Oui. C'est l'amour qui lui sert de colonne vertébrale, comme vous le dites. Je pense que le thème principal de ce livre, il y a beaucoup de thèmes dans ce livre, c'est la relation mère-fille. C'est une relation dont on est en train de découvrir combien elle est étrange. Jusqu'à présent, avec la psychanalyse, on s'était beaucoup penché sur la relation père-fils et mère-fils. Certainement, c'est très intéressant, hein, ça je ne vais pas dire le contraire. Mais mère-fille, c'est spécial. C'est complexe comme tout. C'est fait d'énormément d'amour, mais aussi de sentiments très complexes et parfois de haine. Et ici, je pense qu'on en a un exemple fou. Oui. Ça commence par la passion absolue quand la fille est petite, et puis quand elle devient adolescente et que quand elle échoue dans le destin. Oui, c'est la mère qui refuse sa fille. C'est une mère monstrueuse. Elle devient monstrueuse. C'est ça. Pourquoi? Je pense que c'est une mère qui commet ce tort énorme qui consiste à vivre par procuration à travers sa fille. C'est-à-dire que cette mère, au fond, aurait voulu être danseuse étoile, n'en avait pas la capacité. Elle découvre que sa fille est une petite danseuse étoile et va sans doute le devenir puisqu'elle va à l'école des petits rats de l'Opéra à Paris et devient la meilleure élève de l'école. Mais à l'Opéra de Paris, on exige des petites danseuses des sacrifices, mais inimaginables. C'est presque contraire aux droits de l'homme, ce qu'on demande aux enfants, aux adolescentes dans cette école. Et la mère de Plectrude adore sa fille jusqu'au moment où sa fille va perdre sa santé dans cette école et décider de revenir à la vie normale, tout simplement parce qu'elle n'a plus d'autre choix. Ses jambes se sont brisées à cause de la décalcification, et donc elle décide de revenir au monde des vivants et de quitter l'univers inhumain de la danse. Mais pourquoi avez-vous pas une mère aussi monstrueuse? Pourquoi avez-vous pas une mère qui aurait accepté la maladie de son enfant? Vous savez, dans mes livres, j'ai la grande ambition de parler de la réalité. Et il se trouve que dans la réalité, de telles mères existent. Et vous trouvez? Oui. Mais cette histoire est vraie. La mère de Plectrude a vraiment fait ça avec elle. Et j'ai entendu parler de beaucoup de mères qui avaient fait des démarches de ce genre, qui, quand leur fille devenait adolescente, commençait à avoir un corps de femme, tout à coup, vous voyez, je ne sais pas, moi, se mettaient à dire des horreurs à leur fille. Donc, je ne dis pas que toutes les mères sont comme ça, bien sûr que non, heureusement. Mais il y a aussi des mères comme ça. Donc, je voulais en parler pour que certaines filles parviennent peut-être à se défendre. Plectrid je napunila 12 godina. Bilo je to prvi put da za rođendan oseti neku nejasnu zebnju u srcu. Do tada, svaka godina više, izgledala joj je dobro. Bio je to razlog da bude ponosna. Herojski korak ka budućnosti koja je neizbežno lepa. 12 godina je bila granica. Posljednji rođendan koji je nevin. 13 godina. Odbijala je da na to pomisli. Zvučalo je strašno. Svet tinejdžera uopšte je nije privlačio. 13 godina. To mora da je svet pun rana, nemira, akni, prvih menstruacija, brushaltera i ostalih grozota.
12 godina. Bio je to posljednji rođendan kada je mogla da se osjeti bezbedna od zlog udesa adolescencije. Sa uživanjem je pomilovala svoje grudi, ravne kao daska. C'était aussi à cause de sa mère que Plectrude a décidé de cultiver son enfance, ce qui est aussi un leitmotiv de tous vos romans. Oui. Donc, de conserver cette enfance éternelle. Mais oui, parce que... Pourquoi? Bon, d'abord par amour propre de l'enfance, mais aussi parce que souvent, ces petites filles ont l'impression, quand elles deviennent jeunes filles, que leur mère commence à moins les aimer. Que leur mère les aimait aussi longtemps qu'elles étaient des enfants. Et que si elles deviennent jeunes filles, elles vont être... Oui, il y a aussi une théorie psychologique qui parle de la jalousie mère-fille. Donc je sais, moi je connais beaucoup je suis en contact avec beaucoup de jeunes filles anorexiques. J'ai moi-même été anorexique, j'en suis très bien sortie. Mais du coup, beaucoup de jeunes filles anorexiques m'écrivent et m'expliquent leur anorexie. Et ça, c'est une chose que je vois beaucoup. Que la mère joue une vraie responsabilité dans tout ça, sans le savoir, le plus souvent sans le savoir. Mais les jeunes filles sentent que leur mère ne veut pas qu'elles deviennent adultes. Et alors elles se bloquent dans l'enfance volontairement pour que leur mère continue à les aimer. C'est terrible. L'une des façons de se bloquer dans cette enfance, c'est le refus de manger. C'est certain. C'est très efficace. Hein. Ça, si on cesse de manger, le corps se bloque et le corps régresse. Les premiers signes d'adolescence disparaissent complètement et on redevient une petite fille. Oui. Il y a toujours aussi l'un des thèmes obsessifs, c'est le thème de nourriture. Oui. Donc soit la nourriture, c'est un plaisir, comme dans la métaphysique des tubes, où votre bébé philosophe, il découvre le monde grâce au chocolat blanc venu de Belgique. Oui. Mais il y a aussi l'autre cas où la nourriture, elle provoque le dégoût profond. C'est ça. Pourquoi? Oui, mais je pense que le rapport qu'on entretient avec la nourriture est très révélateur du rapport qu'on entretient avec la vie. Et c'est vrai que enfant, j'avais les meilleures relations avec la nourriture et c'était merveilleux, c'était le plaisir, c'était avoir de l'énergie pour jouer, c'était parfait. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, la nourriture est devenue l'ennemi parce que c'était devenu tout à coup le moyen de la perte de l'enfance, c'est la transformation, le diable finalement. Donc la nourriture a été dans mon univers totalement culpabilisée. Manger était devenu un acte criminel. Alors vous avez refusé de manger? Alors j'ai refusé de manger et j'ai totalement cessé de manger. Et, moyennant quoi j'étais assez heureuse. Mais il y a eu un moment où vraiment mon corps était en train de mourir. Quoi. À 15 ans, je mesurais ma taille actuelle, je pesais 32 kilos. Bon, si j'avais continué... Assez-vous dans le livre de 32 kilos. Oui, si j'avais continué comme ça, je serais morte, quoi. Et il y a eu un moment où mon corps, l'instinct de vie a été plus fort, mon corps est allé manger. Mais mon âme à l'intérieur se disait, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je n'ai jamais donné l'autorisation à mon corps de manger. Et si, pourtant, j'allais vers la vie. Et je n'ai pas eu l'impression, à ce moment-là, je n'ai pas eu l'impression que ma mère me donnait raison. J'ai eu l'impression que ma mère aurait préféré que je continue à ne pas manger. Spécial d'avoir l'impression que... Vous êtes sûre de ne pas vous tromper dans cette impression? Elle avait des paroles assez troublantes. Et c'est bizarre parce que la mère, a priori, c'est un être nourricier. Oui. C'est un être qui donne à manger. Et en effet, quand j'étais petite, elle disait « mange ma petite fille ». Puis tout à coup, la mère, le discours de la mère change. Elle dit « ne mange pas ma petite fille ». C'est bizarre. Oui, parce que parfois la nourriture, c'est une preuve que vous donnez à quelqu'un, une preuve d'amour. Alors quand vous dites à quelqu'un mange, ça veut dire que je t'aime. Oui, il ne mange pas, ça fait bizarre. Ça fait, oui, mais est-ce que j'ai le droit de grandir? Est-ce que j'ai le droit de devenir adulte? C'est spécial. Oui, il y a aussi le refus de la vie par le suicide, qui est aussi l'un des thèmes. Et justement, dans la métaphysique des tubes, il y a un épisode où votre héroïne, où c'est vous-même, vous dites que c'est vous-même, qu'elle décide de se suicider. Absolument. À l'âge de 3 ans, elle décide de se noyer dans un bassin en carpe. Oui. Alors, authentique. Sauf que j'avais 3 ans et que je ne savais pas que le mot suicide existait, mais j'avais déjà compris la possibilité de la mort. Les enfants comprennent très vite la possibilité de la mort. Et ce n'était pas un acte réfléchi. Tous les jours, je devais nourrir ces poissons, les carpes, dans le bassin les carpes. Et je trouvais qu'il n'y avait rien de plus répugnant au monde
que ces bouches de poissons à la surface de l'eau qui s'ouvraient et qui se fermaient en faisant gloup, gloup pour attraper les petites nourritures de poissons, là. Je regardais ça avec un dégoût. Et j'étais tellement hypnotisée de dégoût par ces poissons qui mangeaient, que j'ai eu un moment dans ma tête, ce n'est même pas une réflexion. À un moment, j'ai décidé, je ne veux plus voir ça. Je veux mourir pour ne plus voir ça. Et comme je savais qu'on pouvait mourir dans l'eau, parce que je m'étais souvent déjà presque noyée, je me suis laissée tomber dans les carpes, dans l'eau, et pour ne plus en sortir. Et je me souviens parfaitement de ce moment. Je suis restée assez longtemps là, à attendre la mort. Il y a eu la méchante gouvernante qui est passée, qui ne m'a pas sauvée. Oui, qui ne voulait pas vous sauver, oui. Puis la gentille gouvernante qui est passée et qui m'a sauvée. Donc, c'est ça vraiment... Mais vous êtes sûr qu'à l'âge de 3 ans, on peut être conscient de ce qu'on fait? J'en suis absolument sûre, puisque je m'en souviens. Et vous savez que beaucoup de pédopsychiatres ont lu ce livre et m'ont confirmé que le suicide du petit enfant, c'était une chose qui existait. Il y a peu de temps qu'on en parle, il y a peu de temps qu'on le reconnaît. Mais il y a trop de morts, de nouveau-nés, de bébés qui sont inexplicables et qui semblent vraiment volontaires. Il faut bien se dire, nous les adultes, nous avons tendance à regarder les enfants de façon tout à fait béate, en pensant « Oh, mais comme il est content de vivre, mais comme il est content d'être là, c'est merveilleux ». Mais ce n'est pas forcément comme ça dans la tête du petit enfant. Le petit enfant, il était dans un ventre où il était très bien, puis tout à coup il est expulsé et il est dans ce monde pas très beau, chaotique, peut-être très désagréable. Il n'est pas dit qu'il est si heureux d'être là. Il peut se poser la question. Il peut se poser la question de savoir s'il a envie de continuer cet étrange voyage ou non. D'où le suicide du tout petit enfant. Oui, c'est curieux parce que vous parlez des bébés philosophes et vous parlez de cette période qui est du début de la vie qui est métaphysique, oui, pour retomber au physique. Et oui, cette ligne, vous essayez de mettre dans le roman, donc oui, ce parcours oui, du métaphysique, de la métaphysique au physique, en effet. Au physique, oui. Mais écoutez, je constate que toutes nos vies sont quand même basées sur un paradoxe insupportable. À savoir, il est reconnu qu'avant l'âge de 3 ans, nous sommes des génies. C'est l'âge où mais c'est pas reconnu, non, c'est pas reconnu. Maintenant, vous pouvez être génie à l'âge de 36 ans avec 48 titres, mais pas... Attends, c'est pas reconnu. Écoutez, il est certain que, d'abord que je ne suis pas géniale maintenant, mais il est certain que nous sommes tous géniaux avant l'âge de 3 ans. Or, ce qui est terrible, c'est que... Vous avez des preuves qu'on est géniaux à l'âge de 3 ans? Forcément, puisqu'on apprend tous des choses incroyablement difficiles. On apprend à parler. C'est pas évident de passer de pas de langage à un langage. Et puis on apprend toutes sortes d'autres choses, pas seulement le langage. C'est naturel. Oui, mais c'est dire quand même l'état de notre cerveau à ce moment-là. À ce moment-là, nous sommes surintelligents. Mais le paradoxe, c'est que ces moments de notre vie où nous sommes le plus intelligents, nous ne nous en souvenons pas. Parce que généralement, nous n'avons pas de souvenirs avant l'âge de 3 ans. Alors quel paradoxe! Pourquoi est-ce que nous oublions le seul moment de notre vie où nous avons été vraiment suprêmement intelligents? Et pourquoi est-ce que les années adultes où nous sommes moyennement intelligents, voire tout à fait stupides, nous nous en souvenons assez bien? Mais vous avez une réponse à cette question? Non. J'ai décidé de me révolter contre ça et d'écrire Métaphysique des tubes qui allait au-delà de la mémoire, vers ces années cruciales. Smrt. O tome sam imala priliku da razmišljam. Smrt, to je bila tavanica. Kada tavanicu poznaješ bolje od samog sebe, onda se to zove smrt. Tavanica je nešto što sprečava pogled da ide dalje, a misao da se uzdiže. Dogodilo mi se nešto neobično. To sam doživjela na drugi način, u vreme kada je moja memorija mogla, ako ne da se seća, a ono bar da sačuva neki nejasan utisak. Oni koji su na ovaj ili onaj način izbliza videli smrt i od nje se odvratili, u sebi nose sopstvenu euridiku. Znaju da u sebi imaju nešto što se isuviše seća smrti i da je bolje ne gledati je u lice. Ali smrt je kao jazbina, kao soba sa navučenim zavesama, kao samoća, istovremeno užasna i izazovna. U njoj bi se čovek mogao dobro osjećati.
Euridika je toliko zavodljiva da je čovjek sklon da zaboravi zašto joj se treba odupirati. A treba. Iz jednog jedinog razloga. Zato što se najčešće putuje samo u jednom pravcu. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de suicides, beaucoup de meurtres dans vos romans. Il y a les critiques, ils parlent souvent de cette latente morbidité. Oui. Pourquoi? D'où elle vient? Aussi loin que remontent mes souvenirs, je me suis toujours passionnée pour la mort. Je ne pense pas du tout être un être morbide pour autant. J'ai même l'impression d'être... Non, vous n'êtes pas du tout morbide, mais oui, mais parce que je trouve qu'on se sent encore plus vivant quand on sait que la possibilité de la mort existe. La mort, c'est la limite. Et le sentiment de la limite, le sentiment physique de la limite, donne l'impression d'être encore plus vivant. Et c'est une fascination d'ailleurs quand tous les petits-enfants qui sont très vivants, n'est-ce pas, sont tous fascinés par les limites. Et en particulier par la mort. La mort, c'est vraiment la limite suprême. Donc comment ne pas être fasciné, comment ne pas essayer de s'en approcher au maximum, pas pour y tomber, mais au contraire pour se sentir encore plus vivant. Puis les corps qui sont soit obèses, soit trop maigres, il y a les cicatrices, les amputations. Oui. C'est difficile d'avoir un corps. Hein. C'est difficile, c'est toujours ce passage du métaphysique au physique. Oui. Donc cette insistance sur le physique, c'est une sorte de révolte, si je comprends bien. Ben, c'est un questionnement en tout cas, parce que le rapport au corps n'est jamais simple. On s'en rend tous compte à l'adolescence. À l'adolescence pour moi c'est la chute dans le corps. Quand on est enfant, on a un corps, mais c'est un corps qu'on aime totalement. C'est un corps qui n'a rien, qui n'est presque pas un corps, c'est un corps qui n'est que du bonheur. Et puis à l'adolescence, on a l'impression de chuter dans le corps. Le corps devient l'ennemi, on ne le maîtrise plus. Il vous commande des choses effrayantes. Et on doit s'en accommoder et essayer de rester des êtres civilisés. Alors pour moi, c'est un questionnement continuel. D'où des corps complètement monstrueux dans mes livres. Mais je me souviens avoir vécu à l'adolescence mon corps comme une monstruosité. Honnêtement, je crois que mon corps n'était pas très spécial. Je crois même qu'il était terriblement ordinaire. Mais aujourd'hui, vous le voyez comment? Vous le vivez comment? Disons que je commence à m'habituer au fait d'avoir un corps. Mais donc, je ne le vis plus comme une tragédie. Mais je me souviens bien de ces années qui ont duré longtemps, parce que l'adolescence, ça m'a fait l'effet de durer très longtemps. Vous avez aimé votre adolescence, non? J'ai détesté. Je n'ai pas un seul bon souvenir de mon adolescence. Puis c'était quoi la fin de votre adolescence? Quel moment? Votre venue en Europe? Non, non, c'était le début. C'était le début. Non. J'ai l'impression... C'était dur, c'était douloureux, c'est arrivé à l'Europe. J'ai l'impression que... C'est une réponse tout à fait bête, peut-être, mais que j'ai eu... qu'à partir du moment où j'ai été aimée par quelqu'un, je n'ai plus été une adolescente. Mais j'ai mis du temps, vous savez, à être aimée par quelqu'un. J'avais 24 ans quand on m'a aimée pour la première fois. Alors, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai quitté l'adolescence. Po pravilu, najveće nesreće se najpre pojavljuju u liku prijateljstva. Plektridi je srela Amelino Tomb i u njoj prepoznala prijateljicu, sestru koja joj je toliko bila potrebna. Plektridi joj ispriča svoj život. Amelie je s užasom slušala Atridinu sudbinu. A onda je upitala da li joj ti silni pokušaji ubistava koje je doživjela nisu stvorili želju da i sama ubija, shodno onom zakonu koji žrtve pretvara u najbolje dželate. Plektrid, koja na to nikada nije pomislila, morala je ubuduće samo o tome da razmišlja. A kako u svetu postoji pravda, Plektrid je svoju želju za ubijanjem zadovoljila na onome kojoj je to nagovestio. Uzela je pušku od koje se nije odvajala i pucala je Amélie u slepoočnicu. Je reviens à votre livre, Robert des noms propres. Sur la page de couverture, vous écrivez
Pour un écrivain, il n'est pas de plus grande tentation que d'écrire la biographie de son assassin. Alors, est-ce que c'est un jeu de mots? Non, pas du tout, pas du tout. Expliquez-moi. Bon, je dois d'abord expliquer un petit peu pour les spectateurs. Robert des Noms Propres se termine d'une manière, à mon avis, inédite en littérature. Ouais. Puisque Il y a Amélie Nothomb qui apparaît pour la première fois dans vos livres. Amélie Nothomb, écrivain. Oui, et non seulement elle y apparaît, mais elle y apparaît pour se faire assassiner. Oui. Et pour se faire assassiner par son personnage. Donc, à ma connaissance, c'est le premier cas de personnage qui assassine l'écrivain. Oui, mais pourquoi avez-vous tué Amélie Nothomb? Mais parce que je cherchais une fin possible pour ce livre, Robert des Noms Propres, et je ne trouvais pas de fin possible puisque Robert existe, Plectrude existe, elle est toujours vivante. Comment est-ce que j'allais terminer ce livre? Et puis, j'ai réfléchi, j'ai pensé, le thème de base de ce livre, c'est le rapport mère-fille. Plectrude est un personnage qui a des problèmes terribles avec sa mère, ses mères, toutes ses mères. Hein? On ne va pas tout dévoiler dans le livre. Or, à la fin, quand elle me rencontre, je deviens sa mère. J'ai le même âge qu'elle, ça n'a pas d'importance. Mais comme j'écris le livre, je deviens sa mère, puisque moi je dis toujours que je suis la mère de mes livres. Alors, je n'allais pas libérer Plectrude de ses deux mères pour qu'elle tombe sous la coupe d'une troisième mère qui serait Amélie Nothomb. Alors, comment la libérer? Eh bien, en lui faisant tuer sa mère, en lui faisant tuer moi. Donc, à la fin, elle est libre. Je m'offre en sacrifice à mon personnage. Dans l'hygiène de l'assassin, vous dites que écrivain et assassin, ce sont deux aspects du même métier. Les deux conjugaisons du même verbe aimer. Alors, est-ce que c'est encore un jeu de mots ou quelque chose de plus profond? Là, on vient d'évoquer un cas d'amour dans Robert des Noms Propres qui est merveilleux et qui se passe très bien. Mais il faut bien reconnaître que c'est quand même pas le cas le plus fréquent. Généralement, le verbe aimer est un verbe qui dégénère très vite et qui donne souvent lieu au verbe tuer. Bon, bien sûr que tous les êtres qui se sont aimés ne vont pas forcément prendre un couteau ou un revolver et tuer l'autre. Mais vous savez, il y a beaucoup de manières de tuer l'autre. Hein. Finalement, la manière la plus courageuse de tuer l'autre, c'est peut-être finalement de le tuer vraiment. Mais la façon la plus courante, et ça je vois ça partout autour de moi, c'est des êtres qui vivent ensemble et qui soi-disant s'aiment, mais qui en fait se tuent à petit feu, se détruisent avec des paroles horribles, avec des comportements monstrueux. Et ça, ces meurtres-là sont quotidiens. Donc, oui, le verbe aimer et le verbe tuer sont souvent très proches. Alors, le verbe écrire, ça c'est encore une autre histoire. Mais pourquoi écrivez-vous? Ça, c'est une terrible question. Oui, je sais, mais toute banale, mais... Ce qui est certain, c'est que je n'ai pas trouvé le moyen de ne pas écrire. C'est probablement la seule chose que je sache faire, et c'est probablement le seul moyen que j'ai trouvé, un, pour rester en vie, deux, pour ne pas vraiment assassiner les autres. Oui, on vous a cité quelque part, disons, si je n'étais pas écrivain, je serais tueuse en série. Vous l'avez dit à rigolant, mais il y a un petit peu de vérité là-dedans. Je serais peut-être simplement serial killer de moi-même. C'est peut-être moi que je tuerais en série. Mais ce qui est certain, c'est que je tuerais. Alors, somme toute, il vaut mieux écrire. Ouais. Vos romans, ils sont très intimistes. C'est un huis clos de 2, 3 ou 4 personnes. Oui. Et toutes vos histoires se passent un peu hors de l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation politique globale de l'Europe, du monde, avec toutes ces tragédies, toutes ces guerres? Écoutez, je m'y intéresse beaucoup. Je n'ai pas l'impression que mes romans sont vraiment en dehors du monde. Disons que j'ai l'impression que même si je ne parle pas directement de politique, je fais de la politique au degré atomique. C'est-à-dire que je mets 3, 4 êtres humains ensemble, de préférence dans un espace réduit, et j'essaie de voir ce qui se passe. J'appelle ça de la politique au degré atomique. Et c'est quand même terrible de voir que dans l'immense majorité des cas, si on met 3, 4 personnes ensemble dans un espace réduit et qu'on les observe vivre, tôt ou tard, ça va exploser. Il y a comme une fatalité humaine de l'affrontement. Je ne vois pas d'autre remède, d'autre solution que la civilisation. Il faut devenir plus civilisé, de plus en plus civilisé. Nous le sommes encore si peu. Et le monde nous en donne la preuve tous les jours, l'Irak, etc. Mais voilà, le seul mot clé que j'ai trouvé pour s'en sortir, c'est la civilisation.